Pour cette émission de rentrée, Montagne est resté fidèle à son camp de base, à savoir le musée dauphinois de Grenoble, qui nous accueille aujourd'hui sous la pluie. Mesdames, messieurs, bonjour. À Montagne, vous le savez, chaque samedi, on aime raconter des histoires d'hommes et de femmes. Pour cette reprise, c'est une femme qui, précisément, va être à l'honneur. Elle est belle, elle est jeune, elle a la trentaine lumineuse. C'est surtout l'une des plus grandes himalayistes de sa génération, puisqu'elle a gravi sans oxygène le 2e sommet du monde. Elle s'appelle Chantal Mauduit. Sa philosophie, on peut la résumer par une phrase qu'elle aime beaucoup. Chantal dit: l'alpinisme fait sauter les frontières géographiques et mentales entre les hommes. Illustration tout de suite avec le portrait signé Denis Ducrot. La montagne assez simplement, déjà en me promenant avec mes parents, en la découvrant comme ça, et puis après j'ai fait un stage, puis je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui faisait de la montagne aussi, donc on a partagé ça ensemble. C'est vrai que j'avais beaucoup d'énergie à dissiper, et bon, peut-être que s'il n'y avait pas eu la montagne, s'il n'y avait pas eu cette rencontre, peut-être que j'aurais canalisé mon énergie ailleurs. J'aurais peut-être été, je sais pas, gangster, ou j'aurais peut-être pu vivre quelque chose de complètement différent. Enfin, on dit aussi qu'il n'y a pas de hasard, hein. Donc c'était peut-être mon chemin, tout simplement, hein. Wow, oui, là, comme ça? Wow. And what do you make for this evening? Tea. Tea? Wow, good. You have a strange head. What's it? You look like a small pig. This is what we call oxygen. Oh, yeah! Oxygen. Thank you. Okay, Chantal, where are you right now? I'm in South Col Yeah? with the New Zealand team. Right. And What altitude are you at? something like 8,000, I think, almost. Yeah? And I hope this night we all go to the summit. When are you leaving for the summit? Around midnight. Yeah, and how long will it take you to get to the summit? I think for me it will take a long time, Yeah? maybe 10, 12 hours. And are you using oxygen? No, No oxygen. no. Will that make it more difficult? Yes, certainly, but this is my challenge. Right. Will that make you the first French woman to climb without oxygen? Yeah, but it's not this problem, it's that anyway it's my challenge. And this is more that which is important. Why do you climb mountains, Chantal?
It's a way to discover myself, I think. It's more that, and anyway, it's so nice, and I like to travel. But surely there is a lot of pain. Yeah, but after, when you get to the beautiful summit, it's so much happiness that you forget all the pain. You just think of good things, and it's good. It makes you grow, I think. Ce printemps, je suis retournée pour la 5e fois sur mon beau petit rêve là, d'Everest. Mais je me suis retrouvée en 2004 sans oxygène, avec notamment un Néo-Zélandais qui avait une bouteille d'oxygène. Et il m'a dit bah, écoute Chantal, t'as une condition physique incroyable, mais t'as froid là. Écoute, je te donne ma bouteille d'oxygène, tu vas au sommet. Mais là j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Et là il m'a traité de folle. Mais ça n'a rien fait. Hein. Peut-être que je suis folle, je sais pas. Hein. Non, je pense pas. Mais pour rien au monde, j'aurais pris la bouteille d'oxygène. Ça aurait brisé le rêve, complètement. Complètement, ça c'est clair. La Madablanc, une des lumineuses montagnes himalayennes. Et puis là, un océan de montagnes, un horizon infini. Là, c'est le K2. C'est un véritable diamant, là, comme ça, qui jaillit vers le ciel. Et je l'ai gravi l'an dernier, j'ai eu la chance de me retrouver là-haut. Et lui, c'est un de mes amis américains, un vagabond de l'Himalaya. Et ça, c'est fantastique de se retrouver là-bas et de rencontrer des passionnés à travers le monde entier, passionnés de ce monde blanc, magique. Alors là, c'est moi, avec le Broad Peak, un de mes rêves. Et puis les Gasherbrum, autant de rêves dressés au-dessus de ma tête, là. Alors là, c'est le Broad Peak qui semble un peu m'écraser. C'est un sommet géant, quoi. On est vraiment tout petit en Himalaya. On apprend l'humilité là-bas. Et là, c'est un serpent, un des glaciers qui serpente à travers les montagnes. Mais bon, les glaciers, c'est pénible, c'est joli, mais c'est pénible pour arriver au camp de base. Alors encore un de ces vagabonds, comme moi-même, qui a des yeux pareils, comme moi, trop petits pour pouvoir profiter de cette immensité et toutes ces montagnes. C'est pour ça qu'on repart. Là, c'est un océan de nuages avec des petits îlots connus, là, comme le Shoyu, le Pumori, puis d'autres sommets inconnus qui nous attendent pour qu'on aille les gravir. Alors là, c'est la merveille des merveilles. C'est un beau rêve lumineux, c'est l'Everest. Moi, je suis montée par là. Et il y a la lumière du sommet qui m'attend encore. Et il faudra que j'y retourne pour trouver ma propre petite lumière. Et ça tend les bras, quoi. Si tu veux la corde, tu montes jusqu'à la roche alors. C'est très difficile, ok? Si tu veux, on peut en refaire là, on peut enlever la corde facile. Hein. Par là. Ok, tu montes jusqu'au sommet, ok? Quand tu marches, tu fais pas comme ça, mais tu fais comme ça, ok? Que tu bouges un peu de neige, ok? Aussi avec les piolets, comme ça,
Et pas sourire. C'est une sommet, cette chose, pour nous. Ok? Tu es très fatigué. Ok? Encore un peu dans la tête. Hein? Un peu dans la tête. Voilà. Tu regardes pas l'objectif, regarde, non. Voilà. Bon, ça va, il n'y a plus pénible. Hein. Je veux dire, pour pouvoir partir vivre ses rêves, je pense que c'est un bon compromis. Et c'est évident que moi, je fais ça pour pouvoir avoir mes sponsors et puis après partir en Himalaya et vivre ça pleinement. Vivre ma passion pleinement. C'est un prix qui est quand même pas trop dur à payer quand même. Surtout avec le soleil là. Puis je suis en montagne quand même. Ça va. C'est ça qui était beau quand je me suis retrouvée en haut du K2. C'était fantastique parce que moi c'était le premier 8000 qui m'a offert son sommet. Il y avait en même temps cette grande immensité. J'avais pas d'artifice, c'était entièrement naturel. J'étais bien en harmonie avec la nature. C'était incroyable. Hein. Je sentais en fait tout autour une présence. Hein. Je baignais dans un univers spirituel. C'est-à-dire c'est tellement haut, ça touche le ciel quoi. Mais c'est pas que le moment, ce bref moment du sommet qui est important, c'était toute la montée. Parce que c'est un petit peu comme si c'était une montée que j'aurais faite depuis que je suis née, tout simplement, quoi. Et c'est marrant parce qu'en fait, je me souviens presque de chaque pas. Je me souviens pas que du moment où j'étais en haut, en fait. C'est toute la progression, toute la montée. D'abord le mixte, hein. Et ensuite, quand on monte au K2, il y a un immense sérac, un petit peu comme celui-là, mais encore plus beau, plus énorme. Puis peut-être magnifié aussi par le fait que j'avais pas d'oxygène et que tout ce que je pouvais voir était encore plus beau, prenait une dimension encore plus grande. Que peut-être le sérac qui s'étalait encore plus en fait. Et bon, moi en fait, j'étais partie après un Russe et un Américain. J'ai rattrapé assez vite le Russe, hein, parce que bon, moi j'étais un peu transcendée, quoi. J'étais un peu sur un nuage qui me portait là. Je l'ai laissé là sous le sérac, je continuais mon chemin. Puis il y a l'Américain là qui était au-dessus, là, Thor, qui s'est retourné et qui m'a crié en anglais. Il m'a crié qu'on allait faire le sommet. Ce sont des paroles comme ça, peut-être qu'ici, à 3000 mètres, elles portent pas tellement. Mais là-haut, en fait, sans oxygène, les sens sont vraiment très éveillés. Et la moindre parole, elle éclate dans la tête. Et ça m'a fait un effet incroyable. Je pense d'un coup, ça m'a vraiment projeté au sommet. Moi, je suis partie un petit peu avec des Français, mais j'aime mieux partir avec des étrangers parce que je pense qu'ils ont une vision de la montagne que je préfère, c'est-à-dire peut-être une vision de la montagne moins compétitive. Hein. Même si la compétition est latente, elle existe là quand même. Hein.
C'est plus une façon d'aborder la montagne qui me convient, qui est plus en harmonie avec la nature tout simplement, quoi. Et ça j'aime bien. Puis en plus c'est aussi une façon de rencontrer encore d'autres gens, de découvrir d'autres choses, d'autres façons de penser, et ça c'est merveilleux, quoi. J'allie un petit peu tout à la fois. Et en plus, tous ces étrangers, là, tous ces gens que je rencontre à travers le monde, hein, on est un petit peuple qui a la même passion, la passion de la montagne, et ça fait tomber les frontières. Et c'est quelque chose de bien parce que ça fait autant tomber les frontières géographiques que mentales. Hein. Et ça, c'est important, de trouver un endroit où on arrive à faire ça. Bon, pour voyager, c'est pas toujours facile. Des fois, on doit partir sur des espèces de câbles plus ou moins flageolants. Parce que le voyage, c'est très difficile. Déjà, il faut partir de chez soi. Il faut laisser un peu tous ses amis pour aller découvrir d'autres gens. Ça apporte beaucoup, mais c'est pas facile du tout de voyager, en fait. Mais ça vaut le coup de voyager. Ça vaut le coup parce que on découvre les yeux de Bouddha, mais pas que les yeux de Bouddha, les yeux des autres aussi, leur façon de voir la vie. Et je crois que moi, je fais d'alpinisme un petit peu dans le monde entier pour découvrir d'autres regards. Comme le regard de cet homme-là qui vient tourner les moulins à prière, tous ces beaux moulins à prière, qui envoient des prières dans le ciel. Et quand moi je pars en expédition, je fais pareil, je les fais tourner les moulins à prière. Pour envoyer des prières pour tout le monde. Envoyer des prières aussi pour cette femme-là qui porte le fardeau de sa vie là, sur son dos. Parce que pour nous c'est facile de partir en Himalaya parce qu'on part vivre nos rêves. Hein. Mais elle habite dans le tiers-monde. Il ne faut pas qu'on oublie quand on part là-bas vivre nos rêves qu'on est quand même dans le tiers-monde et que pour eux c'est très difficile. Hein. Et que c'est peut-être pour ça qu'ils ont les vraies valeurs de la vie et que nous on est obligés dans nos civilisations de partir sur ces montagnes, vivre des choses très difficiles physiquement pour qu'enfin on s'envole dans nos pensées et puis qu'on arrive à donner de nous-mêmes. La dernière fois que je suis partie en expé, j'ai emmené un petit peu tous les mots que j'avais eus avant de partir, puis les dessins d'enfants aussi, que j'avais soignés. Et ça fait chaud au cœur. J'avais un peu l'impression de partir avec mes amis, là, en relisant les mots. Et ça, c'est important. Parce que quand on s'en va, quand on coupe un petit peu les ponts avec les gens qu'on aime, c'est bien de savoir qu'il y a la pensée qui suit. Qu'on a beau être très loin, en fait, on n'est pas si loin que ça. Puis c'est peut-être aussi la preuve que l'amitié existe. Hein. Des fois, on a besoin de preuves quand même. Ouais, c'est vrai. C'est bon, t'as grandi, hein. Tu vas aller manger maintenant? Ouais. Salut. Et ton fauteuil, hein, il va bien? Pas de panne? Ouais, le fauteuil que j'avais avant, j'étais souvent. Celui-là un peu moins, mais celui-là moins. Ça va là, je te fais pas mal? Non. Tu me fais une petite longueur pour montrer ce que tu fais maintenant? Ouais. Hein? Bah c'est déjà pas plat ventre. Ouais, mais fais comme tu veux, ok? Ouais, bah alors, je me mets. Allez Jean-Charles. Allez. Oh là là. Allez, je suis sûre que tu peux aller plus vite là. Allez.
Hop, encore, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout. Voilà, c'est bien. Ah, tu sais, là, j'étais en Antarctique, là, au début de l'année. Ouais, hein? Tu m'as envoyé une lettre. Ouais. Et il y avait des baleines, hein, qui étaient à peu près grandes, comme le bateau, d'une quinzaine de mètres. Et puis, il y a un gars qui était sur le bateau, qui s'est mis à jouer de la clarinette, juste au-dessus de l'eau. Puis les baleines, elles sont venues, puis elles passaient sous le bateau, tu vois. Ah. Et puis elles se retournaient à côté. Ah, c'était bien. Uh, 3 feet. 2 feet. Okay, she's on. Okay, back off. Who's driving the dinghy? Le rêve, c'est d'aller découvrir de belles images, de beaux horizons qui permettent au cœur de s'ouvrir. Parce que je pense qu'il y a des endroits un peu magiques où il émane quelque chose de la nature de très très fort. Et si nous aussi on peut avoir la chance d'aller là-bas, il faut aller pour puiser. C'est un voyage. C'est partir découvrir d'autres choses ailleurs. Je pense que si on voit le monde que d'un endroit, en tous les cas pour moi, si je voyais le monde que de chez moi, j'aurais l'horizon vraiment restreint. Et c'est peut-être une excuse aussi de grimper pour voyager à travers le monde entier et puis découvrir d'autres gens, découvrir d'autres horizons, d'autres façons de penser qui font germer en moi des nouvelles idées, quoi. Puis qui me construisent un petit peu ma montagne, qui me donnent l'expérience de la vie.
d'aller grimper. Ça fait 2 jours que j'ai rien fait. Et non, 3 jours. On est quel jour? Oula, mon Dieu, c'est pour ça que je commence à péter les plombs. Oui, rassurez-vous, depuis Chantal est bien repartie vers d'autres sommets, elle qui rêve de gravir l'Everest sans oxygène. Chaque semaine, nous conclurons cette émission avec 3 ou 4 séquences régulières en images. La première, l'actualité de la semaine. Cette actualité qui nous entraîne aujourd'hui dans un premier bilan de la fréquentation de la montagne en été. Une fréquentation en augmentation cette année avec son corollaire classique, malheureusement, l'augmentation importante du nombre des accidents. Plus de 100 morts et disparus rien que dans les Alpes, soit près d'une trentaine de plus que l'an dernier. En cause, la surfréquentation de certains massifs, les effets des fortes chaleurs sur la neige et sur la glace, et bien sûr aussi l'imprudence. À noter cette année un nombre important de victimes de la foudre, nous y reviendrons au cours d'un prochain dossier. Seconde séquence, l'image de la semaine, elle nous vient d'un petit village du sud du Vercors, Boulques, où les 106 habitants se sont mis dimanche à creuser symboliquement un tunnel. Explication, la route reliant Boulques au chef-lieu de canton ayant été emportée par des crues torrentielles, seul un tunnel est à même de relier en toute sécurité les habitants de Boulques au reste du monde. Pour le financer, chacun a mis la main au portefeuille, bien sûr, la région, le département, même la CE, seulement qu'hélas, le chèque de l'État, pour un montant de 5 à 8 millions de francs. Nul doute que M. Balladur, qui est un amoureux de la montagne, comme chacun sait, saura être touché par cette situation. Après l'image de la semaine, le livre de la semaine, ou plutôt de l'été, puisqu'il a été couronné au Salon du livre de la montagne de Passy, c'est Les chemins du baroque, un ouvrage collectif qui met en valeur le patrimoine savoyard, riche en églises et en chapelles baroques, tant en Maurienne qu'en Tarentaise. Les chemins du baroque sont coédités par la Fontaine de Siloé et la Facime. Et puis avant de nous séparer, un aperçu du reportage que vous verrez samedi prochain dans Montagne, avec ces musiciens pakistanais qui célèbrent la grande fête du polo qui chaque année se déroule à 4000 mètres d'altitude au col de la Chandour. Le polo est né ici il y a plusieurs siècles, il était le jeu préféré des rois des vallées de Gilgit et de Chitral. Aujourd'hui, il suscite, vous le voyez, toujours autant de ferveur populaire. Les cavaliers de la Chandour, c'est un reportage de Dominique Sansfourche et de Jean-Christophe Hainaut, samedi prochain à partir de 17h50 dans Montagne. Voilà, bonne rentrée, bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.